Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs cet été pour jouer ensemble. Jouer ensemble à quoi ? Au grand quiz des GGMO. Tous les soirs, avec nos GGMO et nos invités, nous refaisons l'actualité, que ce soit politique, géopolitique, internationale, mais aussi des questions de culture et de sport. Si vous avez regardé tous les soirs les GGMO cette année, vous êtes normalement capable de répondre à nos questions. Je vais d'ailleurs vous présenter les équipes qui sont avec moi ce soir. Hilal de Almeida, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez faire équipe avec Chaim Berkovitch. Vous êtes bien aidé, vous savez que c'est un historien hautement qualifié, mais je pense que vous aussi, vous vous y connaissez en actualité, vous la suivez au quotidien. Tout à fait. Et vous avez d'ailleurs regardé les premières éditions du quiz. Eh oui. Bon, ben écoutez, on vous souhaite bonne chance. Et face à vous, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir un personnage qu'on reçoit d'habitude sur cette antenne pour parler mauvaises nouvelles. Oui, c'était pendant un petit moment Monsieur Covid. Bonsoir Cyril Cohen. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous avez accepté ce soir de jouer au grand quiz. J'ai accepté, je ne sais pas si c'était la bonne décision, mais on va voir. On verra. Je pense qu'Olivier Rafovitch pourra vous aider. Bonsoir Olivier Rafovitch. Bonsoir Benjamin. Et merci d'être avec nous également pour participer à ce grand quiz. Je vous rappelle que 2 manches vont vous permettre de vous affronter. Durant la première, 10 questions vont être proposées avec 4 réponses à chaque fois. Et ensuite, il y aura le grand chelem avec des enchères qui vont peut-être remettre absolument tout à plat. Vous êtes prêts ? Débutons tout de suite la première manche. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de répondre avant l'intégralité de la question. Voici la première question de notre grand quiz. Quelle ancienne ville portuaire est reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial pour ses bâtiments de style Bauhaus ? C'est un indice de taille. Non, ne tape pas encore. Est-ce Tel Aviv ? Est-ce Jérusalem ? Est-ce Haïfa ? Ou est-ce Eilat ? Hilal de Almeida. Tel Aviv. Auriez-vous dit autre chose, Cyril Cohen ? Vous auriez dit Tel Aviv aussi ? Vérification en image. Il s'agit de Tel Aviv. Il faut dire que le petit indice sur le style Bauhaus vous a bien aidé. Bien sûr. Tout à fait. Voilà, qui fait la richesse de Tel Aviv. On va préciser que c'est arrivé assez tard, parce que Tel Aviv est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003. Cyril Cohen, on aurait peut-être espéré que ça arrive avant, parce que ça fait un siècle qu'on parle du style Bauhaus ici à Tel Aviv. Le votant que jamais. Bon, mais en tout cas, ça donne un point à l'équipe d'en face. Hilal de Almeida et Chaim Berkovitch, le premier point de notre émission. Attention, tout peut maintenant être remis à plat avec une question démographie. Combien d'Israéliens habitent en Judée et en Samarie, autrement dit en Cisjordanie, chacun choisira son langage, et dans la vallée du Jourdain. Attendez. Allez, il a commencé. Ça va vous donner un point en moins, attention. Oui. Y en a-t-il 250 000 ? Y en a-t-il 500 000 ? Y en a-t-il 750 000 ? Ou y en a-t-il 1 million ? Voilà, Chaim Berkovitch sur appui, maintenant vous pouvez. Eh bien, 500 000 habitants. 500 000 habitants, Cyril Cohen, que proposez-vous ? 500 000 habitants. 500 000 aussi. Vérification en image. Et en effet, ces 500 000 habitants, on va préciser que l'on était à 370 000 habitants en 2013, 476 000 en 2020, on est donc à 500 000 aujourd'hui, avec un tiers de la population qui est aujourd'hui formée d'orthodoxes. Chaim Berkovitch, ça n'est qu'une ascension permanente, on va en Bien parler. sûr, j'allais vous dans votre demander, ouvrage. on sera combien en 2025 ? Et d'après vous, on sera combien là-bas ? 750 000 habitants. 750 000 habitants, ben on enregistre vos prévisions. Ce qui donne en tout cas... Un point partout. 2-0. Mais non, 2-0. Ben oui, 2-0. Oui, mais on a Cyril Cohen, il va falloir peut-être vous rattraper pour cette troisième question. Normalement, si vous regardez tous les soirs les GGMO, vous avez la réponse. Qui a déclaré, qui peut imaginer qu'il y a une autre capitale d'Israël que Jérusalem ? Il l'a déclaré, petit indice, lors d'un grand oral. Est-ce Émeric Caron ? Est-ce Éric Ciotti ? Est-ce Jack Lang ? Ou est-ce Ségolène Royal ? Attention, Cyril Cohen. Éric Ciotti. Éric Ciotti. Tiens. Hilal de Almeida, c'est une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée. C'est pas Émeric Caron qui a proposé que Jérusalem soit capitale d'Israël ? Ça m'étonne. Non ? Vous êtes sûr ? Vous maintenez votre proposition, Éric Ciotti ? Vous êtes sûr ? Moi, je fais confiance à mon GGMO préféré. De référence. Adorable. Très bien. Eh bien, on va vérifier ça en image.
Et en effet, c'est Éric Ciotti qui l'a déclaré lors d'un grand oral qu'il nous accordait le 27 mars 2022. On regarde les images. Aujourd'hui, je pose une question simple. Qui peut imaginer qu'il y ait une autre capitale d'Israël que Jérusalem? Voilà, donc je crois que le poids de l'histoire, ces 3000 ans d'histoire, le poids aussi des avancées diplomatiques, notamment des accords d'Abraham, nous amène à un moment où les choses peuvent évoluer. Voilà. Voilà cette proposition d'Éric Ciotti, qui fait un petit peu d'ailleurs office de minorité dans la classe politique française. Olivier Rafovitch, on n'attend pas demain le Quai d'Orsay ou la France qui reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël. Attention, Jérusalem comme capitale, oui, mais pas de manière totale du côté français en tout cas. Ils font la différence entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une ambassade à Tel Aviv et un consulat général à Jérusalem, mais qui est en charge en fait des territoires dits palestiniens du côté français et avec une reconnaissance, on va dire, un petit peu discrète, un petit peu timide. Oui, mais c'est ce que demande Éric Ciotti. C'est ce qu'il demande justement, c'est qu'on déplace également l'ambassade de France à Jérusalem. Mais il est malheureusement minoritaire. Mais il est minoritaire. Il est minoritaire. Malheureusement. Chaim Berkovitch, vous qui avez tant espéré dans un précédent ouvrage sur le tombeau des rois que la France change parfois certaines positions. Là, par contre, je pense qu'on est encore loin. On est encore loin. On est encore très loin. En tout cas, ça permet à Cyril Cohen de remporter le premier point. Je rappelle qu'il y a 2 points pour Hilal Almeida et 1 point pour Cyril Cohen. Il y a un homme en France qui avait été à l'époque un précurseur de Jérusalem, capitale de l'État juif. C'était Chateaubriand, qui voyait Jérusalem comme vraiment étant l'épicentre, l'ADN du peuple juif. Malheureusement, il n'est pas au Quai d'Orsay. Vous auriez espéré qu'il y soit, mais pourquoi pas. Voici maintenant une question sport. Quel basketteur israélien a joué en NBA entre 2009 et 2019? Est-ce Gal Mekel? Est-ce Tony Parker? Est-ce Afik Nissim ou Omri Caspi? Oh là là là, du côté de Cyril Cohen, on avait envie de répondre. Omri Caspi. Omri Caspi, Hilal Almeida, Chaim Berkovitch? J'ai aucune idée. Aucune idée. Ah, vous n'êtes pas des spécialistes en NBA? Non. Ah, ça m'étonne, ça. Cyril Cohen, quelle est votre réponse alors? Omri Caspi, on vérifie ça en image. Et en effet, c'est Omri Caspi. Omri Caspi, qui est une fierté israélienne, il faut le préciser. Il a passé en tout 10 saisons dans la Ligue américaine. Il est retourné ensuite jouer en Israël. Il a d'ailleurs commencé ici sa carrière. Il a joué au total 588 matchs en NBA. Wow. Et depuis a annoncé sa retraite, c'était en 2021. Vous suivez, Cyril Cohen? Pas ces derniers temps, pas trop, parce que j'étais occupé avec d'autres virus, mais quoi qu'il en soit. Bon, On est toujours fiers. au basket. On est toujours fiers de nos représentants et ambassadeurs israéliens à l'étranger. Quand ce sont dans ces domaines sportifs. Nous avons désormais, au terme des 4 premières questions, 2 points à ma gauche face à 2 points à ma droite. Alors là, une question de politique israélienne où, à mon avis, ça va vouloir buzzer très 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 vite. Voici la question. En quelle année les Israéliens n'ont pas voté pour les élections législatives? N'ont-ils pas voté en 2013? N'ont-ils pas voté en 2015? N'ont-ils pas voté en 2018? Ou n'ont-ils pas voté en 2021? Ah, Cyril Cohen a buzzé le premier. 2018. 2018, Hilal Almeida. J'aurais dit 2021. 2021 Eh bien, on va voir la vérité en images. En quelle année les Israéliens n'ont pas voté aux élections législatives? Eh bien, la réponse est 2018. Cela vous donne un point, Cyril Cohen. Alors évidemment, c'est un événement qui a marqué l'histoire dans l'actualité de ce pays. Élection en avril 2019, élection en septembre 2019, élection en mars 2020, élection en mars 2021 et élection en novembre 2022. Hilal Almeida, vous n'en avez pas marre d'aller voter à chaque fois? Oh, qui n'en a pas marre? Oui. Aux contribuables. Qu'est-ce que oui, le contribuable, parce que ça coûte à chaque fois cher aux contribuables. de shekel à chaque fois. N'est-ce pas une triste fierté israélienne, Cyril Cohen? C'est un triste record. Et ça démontre cette instabilité et notre problème, justement, à avoir un consensus en Israël. Et on espère que cette période ne reviendra pas sur elle-même et qu'on ait des gouvernements plus stables, mais je ne sais pas avec ce qui est en train d'arriver. Attendez, l'été n'est pas terminé. Exactement. L'été n'est pas fini, personne ne le souhaite, mais après tout, chacun avec ses positions politiques. Il y en a qui souhaitent de nouvelles élections, il y en a non, et on l'a vu récemment encore avec les manifestations. En tout cas, cela vous donne désormais, Olivier Rafovitch et Cyril Cohen, l'avantage. Une question maintenant de diplomatie. Quel pays africain
a inauguré son ambassade en Israël le 2 février 2023? Est-ce le Malawi, l'Algérie, l'Afrique du Sud ou le Tchad? Iled Almeida. Le Tchad. Le Tchad, du côté gauche. Le Tchad. On dit pareil, le Tchad, vérification en image. Et en effet, c'est le Tchad. Olivier Rafovitch, c'est vrai qu'on a vu dans cette Afrique les cartes se redessiner peu à peu ces dernières années. Le Tchad, c'est d'abord un pays qui depuis longtemps avait des relations avec Israël. Il y avait déjà une présence israélienne non officielle au Tchad. Il faut savoir que beaucoup de pays africains avaient coupé les relations à la guerre du Kippour, puis petit à petit avaient continué ou recommencé des relations non officielles. Mais là, nous sommes dans une espèce de vague de renouveau, de réouverture, avec quand même des pressions du côté iranien d'empêcher des pays qui veulent le faire de le faire. Donc on est quand même toujours dans ce combat diplomatique pour des relations ouvertes. Mais des relations non ouvertes existent depuis très longtemps avec beaucoup d'États qui malheureusement n'osent pas encore dire qu'ils sont avec Israël en relation étroite. Mais la liste n'est pas négligeable. Hein. Angola, Cameroun, Afrique du Sud, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda. Chaim Berkovitch, en plus, vous aussi, personnellement, vous êtes impliqué dans l'essor de ces pays qui ouvrent des ambassades ou des partenaires avec Israël. Donc il y a un mouvement qui se joue. Tout à fait, il y a un mouvement. Et d'ailleurs, dans le Pacifique, on a déjà annoncé que la Papouasie-Nouvelle-Guinée allait ouvrir son ambassade. Et on est en train de travailler avec Est-Timor, le Timor oriental. Le Timor oriental se rapproche aujourd'hui d'Israël. Et si Dieu veut, bientôt, on annoncera une très très bonne nouvelle. Donc c'est peut-être vous qui viendrez sur le plateau des GGMO pour nous l'annoncer. On suivra ça de très très près. Alors je vous signale qu'au terme des 6 premières questions, nous sommes à une égalité parfaite. Nous avons de très bons joueurs ce soir. Bravo à vous, mais attention, attention, rien n'est joué. Voici une question d'histoire. En quelle année s'est tenu le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem? 1951, 1961, 1971 ou 1981? Oh là là là! Je crois que c'est un tout petit peu ici, du côté d'Olivier Rafovitch. 61. 1961, nous dit Cyril Cohen. Iled Almeida? Oui. 1961. Je pense que cette date est connue de tous, mais on va quand même la vérifier en image. En effet, c'est en 1961. On va également rappeler que ce procès Eichmann est historique du fait que c'est l'une des 2 fois dans l'histoire où la peine de mort a été prononcée en Israël. Ça a été le cas pour une autre personne qui était accusée de haute trahison. Mais ce sont les 2 seules fois dans l'histoire. Et ce procès, Olivier Rafovitch, a aussi marqué parce que la traque d'Eichmann était un événement très symbolique pour Israël. Et ça a permis dans le pays d'ailleurs de parler de la question de la Shoah qui était un tabou lors de la création de l'État. Ça a vraiment réouvert la plaie terrifiante et qui était restée un peu secrète, tabou parmi les Israéliens qui avaient connu la Shoah. Ça a fait aussi d'énormes vagues entre ceux qui avaient collaboré. Parfois, il y avait même eu des collaborations un peu étranges, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par rapport à la traque, effectivement, le Mossad a été ici la pièce maîtresse pour aller chercher là où il se trouvait, en Argentine, et avec de très nombreuses actions et opérations secrètes qui ont réussi à le ramener ici pour le symbole de Israël, l'État du peuple juif, est en train de condamner à mort à Jérusalem celui qui a effectivement décidé de la solution finale. Moi, je rajouterais tout simplement que ce procès était très important pour Israël, à tel point c'est important qu'on a rajouté par rapport à la sécurité de cette personne. Notamment, il n'y avait aucun gardien ashkénaze, aucun gardien qui aurait pu vivre ou que sa famille aurait pu être assassinée pendant la Shoah. On a fait très très attention pour qu'il ne soit pas assassiné, pour qu'on puisse juger cette personne. D'ailleurs, un Israélien d'origine yéménite qui a été celui qui a actionné la corde. Exactement, il a été tiré au sort parmi les gardiens. Voilà, pour que soit exécuté Adolf Eichmann. La main est du côté de Cyril Cohen et d'Olivier Rafovitch. Peut-être que pour cette question d'histoire et de géographie, tout est mêlé. C'est la culture juive, la main va repartir de l'autre côté, je ne sais pas. Suspense, voici la question. Quel célèbre philosophe juif né en Espagne, ça c'est un indice, est enterré à Tibériade? Spinoza, Maïmonide, Saadia Gaon ou Philo d'Alexandrie? Oh là là, Cyril Cohen était pressé de répondre. Maïmonide. Maïmonide. Né à Cordoba en 1135. Ben Maïmon. Je pense qu'en face, on ne va pas me dire autre chose. Non, on ne va pas dire autre chose. Même son papa est enterré là-bas. Vérification en image. Et en effet, il s'agit de Maïmonide. Alors, c'est un détail et non des moindres, Chaim Berkovitch. Parce qu'en fait, si Maïmonide est enterré à Tibériade, c'est justement parce qu'il voulait être près de son père.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il est enterré à Tibériade. Il faut comprendre aussi que Tibériade, c'était une ville où on a eu énormément de rabbins qui se sont retrouvés au cours de l'histoire dans cette ville-là. Maïmonide était très très proche d'Israël. Il est venu en Israël et notamment, je tiens à le préciser puisqu'on en parle beaucoup dans nos émissions, il est monté sur le mont du Temple. Il est monté sur le mont du Temple. Je veux juste rappeler sur Tibériade, durant l'époque romaine, la ville était interdite aux Juifs. C'était une ville interdite aux Juifs, comme d'ailleurs la ville de Césarée aujourd'hui. Et aujourd'hui, les choses ont un peu changé, heureusement. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas un endroit de villégiature, Tibériade, pour un Tel Avivien comme vous, non? Oh si, pourquoi Si, pas? vous y êtes allé? Bah, bien Vous allez en évidemment. vacances là-bas? Non, en vacances. Des grands mots. c'était ma question. Une petite journée elle peut être assez. Non, mais c'est vrai que c'est une ville magnifique, mais le réflexe n'est pas aujourd'hui. On ne sait pas si le développement touristique est aussi intense qu'il pourrait l'être. Cyril Cohen. On va peut-être voir avec la nouvelle loi qui est passée pour essayer de trafiquer un peu le nouveau maire, etc., etc. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans ce pays qui font un peu peur quelquefois. La main est de votre côté. Voici la 9e question. Attention, c'est l'avant-dernière question de notre première manche. Je suis la petite fille de Rudolf Katzner. Je succède à Miri Regev et Miri Regev promet ma succession au poste de ministre des Transports. Je suis très actif sur TikTok. Suis-je Stav Shafir, Merav Michaeli, Naam Alazimi ou Miri Regev? Chaim Berkovitch. Merav Michaeli. Est-ce qu'à ma gauche, on va dire autre chose? Non, Merav. Merav Michaeli. Est-ce ou non la bonne réponse? Vérification d'image. Et en effet, cela vous donne un point, Merav Michaeli. Elle a été ministre des Transports du 13 juin 2021 au 29 décembre 2022. Vous vous souvenez, c'est à l'époque où on nous promettait l'ouverture du tramway de Tel Aviv. Tout à fait, mais ça va venir. C'est pour bientôt. croyez? C'est pour bientôt. Mais pour quand? Avant le Oh, Messie? 5-10 ans. 5-10 ans. Alors, Faut être optimiste. dans la question, vous mentionnez son grand-père. Oui, tout à fait. C'est un élément important. Kastner avait été en fait accusé par Israël d'avoir proposé des camions aux Allemands, aux nazis, en échange de juifs. Lui, il voyait ça comme un élément d'échange pour sauver des juifs. D'autres ont vu comme un élément de soutien à l'armée nazie. Ça reste Il a acheté d'ailleurs un train. Ça reste un sujet, on va dire, de non consensuel en Israël. Tout comme la mort de Kastner. Controverse. Tout à fait. Tout comme la mort de Kastner à Tel Aviv. Tout à fait. On frise l'égalité. Est-ce qu'on aura l'égalité à la 10e question? On va bien voir, car désormais, l'équipe de Cyril Cohen et d'Olivier Arfovitch a un point de plus par rapport à Chaim Berkovitch et Hilal de Almeida. Voici la 10e question. Et pour les réponses. 10e question. Quel ministre français a snobé Bezalel Smotrich lors d'un sommet des ministres des Finances de l'OCDE à Paris? Est-ce Bruno Le Maire? Est-ce Gabriel Attal? Est-ce Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti? Alors là, c'était serré, mais je crois que c'est Olivier Arfovitch. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, Hilal de Almeida, il vous dit On va dire autre la même chose. Vérification d'image. Et en effet, il s'agit de Bruno Le Maire. Comprenez-vous l'attitude du ministre français? On rappelle que ça s'est passé en juin dernier, lorsqu'a eu lieu à Paris le sommet des ministres des Finances de l'OCDE, et qu'Israël était représenté par Smotrich. Hilal de Almeida, vous trouvez normal l'accueil français ou le non-accueil français de Bezalel Smotrich? C'est de la politique. Après, c'est normal que certains pays. Si, c'est de la politique, c'est de la diplomatie. Chacun joue son rôle et puis c'est très bien. Enfin, on ne va pas aller plus loin. On sait très bien les liens qu'il y a entre la France et Je n'ai pas Israël. d'accord avec vous. Non, là-dessus, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Expliquez Non, pourquoi. tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Parce que Israël se prétend être un pays ami. La France se prétend être un pays ami avec Israël. Lorsque l'on a un ministre des Finances, c'est pas n'importe quel ministre qui se rend en France. On se doit de le recevoir, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec sa politique. En tout cas, ce désaccord ne vous permet pas tous les deux de gagner la manche. Puisque la manche est remportée par Cyril Cohen et Olivier Arfovitch, on peut les applaudir. Bravo. Ah, c'est des petits applaudissements discrets, n'est-ce pas? Ah oui. On sent peut-être les mauvais perdants. Peut-être que la deuxième manche va permettre d'inverser la tendance. Je vous rappelle que pour le Grand Chelem, je vais vous demander de citer une liste. Et que chaque point que vous allez me citer va pouvoir faire remonter totalement les scores. C'est le Grand Chelem. Cyril Cohen, puisque c'est vous Oui. qui avez la manche, je vais vous poser une question sur un domaine. Est-ce que vous êtes fan de l'Eurovision? Est-ce que vous suivez l'Eurovision? Pas énormément, mais bon, on va essayer. Est-ce On peut que pas parler du... vous connaissez les chanteurs de l'Eurovision?
Par exemple, les chanteurs israéliens à l'Eurovision. Oui. Bon, alors voici ma question. Combien de chanteurs israéliens à l'Eurovision êtes-vous capable de me citer 6. 6. Hillel de Almeida, êtes-vous capable de me citer plus de 6 représentants israéliens à l'Eurovision 7. 7. Cyril Cohen, je rappelle que vous pouvez vous faire aider d'Olivier Rafovitch, On va essayer qui 8. est un grand spécialiste de la sécurité et de l'Eurovision, devant l'Éternel. Est-ce que vous montez? Est-ce que vous êtes capable de me citer plus de 7 représentants à l'Eurovision? Je vous rappelle qu'ensuite, il va falloir me donner les noms. Allez, 8. 8. Hillel de Almeida et Chaim Berkovitch. Chaim qui se fait très discret d'ailleurs. Bizarrement. J'ai le droit. Oui, J'ai le droit. Alors, Je vais céder la manche. J'ai pas plus que 8. vous n'avez pas plus que 8. Alors attention. Cyril Cohen, je vais vous demander en exactement 1 minute de me citer 8 candidats israéliens à l'Eurovision. On le fait Est-ce que vous êtes ensemble. prêts? Oui. Vous pouvez le faire ensemble. Attention, top chrono. Noah Kirel, Dana International, Neta, Izar Cohen, Izar Cohen, Ilanit, Chala Boudvash, Ofra Arazi. Chaza, Arazi. Alors, il y a Yardena Arazi. Arazi. On en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez les 8. Bravo. Félicitations. Vous avez réussi à me citer les 8. Il y avait également Avi Toledano. Voilà. Vous vous souvenez de la chanson Ora qui a représenté Israël. Il y avait également Daphna Dekel. Il y avait Akolover Habibi, Harel Skat, qui est également une star israélienne. Shlomo Artzi, on l'oublie souvent. Shlomo Alors là, Artzi j'ai a appris été quelque chose. le 2e ou le 3e représentant de l'histoire d'Israël à l'Eurovision. On était au milieu des années 70. Il n'a pas eu un bon score d'ailleurs, les pauvres. Tout comme Rita. Vous savez de Rita, grande star vrai. israélienne, Bien sûr. qui a fini quelque chose comme avant-dernière. C'est absolument terrible pour elle. Elle qui partait là-bas en grande vainqueur. Et Gali Atari, la chanteuse de... De Chala Boudvash. Ah ouais, de la Alléluia. chanson Alléluia. Exactement. Bravo à vous. Peut-être vous, Benjamin, qui est un grand chanteur. Oui, bah écoutez, ouais. Je vous accompagnerai Je à la sais pas. guitare. Si Voilà, vous c'est voulez. ça. On fera un duo ensemble. Ce qui vous donne en tout cas 14 points. Alors attention, parce qu'il va y avoir maintenant une dernière enchère et peut-être que l'équipe à ma droite va pouvoir remonter. Alors attention. Combien de biens israéliens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO êtes-vous capable de me citer? Puisque c'est vous qui avez la main, Cyril Cohen, je vais vous poser la question. Le suspense est insoutenable. Je veux un chiffre. Non, mais c'est- Pour vous aider, c'est pas particulier. Hein, combien il y en a? on va dire. Ah, combien il y en a? Combien vous pouvez me citer? 3. 3. Hillel de Almeida et Chaim Berkovitch. C'est le moment de réfléchir à quoi le patrimoine mondial, l'UNESCO a pensé dans son patrimoine mondial comme site israélien. 5. 5. 5 sites. 6. 6. Allez, essayez, cherchez. Chaim, aidez-le un peu. Je vais quand même, pour vous aider un petit peu, préciser qu'il y en a au total 9. Ah, ouais. 7. Allez, 7. 7. Allez. Allez. Vous enchérissez? Non. Non. Alors attention, vous avez exactement Hillel et Chaim 1 minute. Mais par respect Pour pour, me eux. citer- Par respect pour eux. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour me citer, Ça, c'était pas dans la liste que vous m'avez donnée avant l'émission. inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous êtes prêts, Hillel? Attention, top, c'est parti. Il y a le Kotel, donc Non, le mont du Temple qui est derrière. non, Ne me regarde pas, c'est pas moi qui te donne. Tombeau de Rachel. Oui, le tombeau. tombeau de Césarée. Rachel. non. La vieille ville de Césarée, Masada. Masada, oui. La vieille ville d'Akko. La vieille ville d'Akko, oui. La vieille ville de Jaffa. Le port de Jaffa. Oui, le port. Oui. On a fait. Non, le port de Jaffa n'y est pas d'ailleurs. Ah, il est pas. Ah. On va l'inscrire. Bah voilà. Mais c'est à Non, côté mais- de Tel Aviv, il y a quelque chose de plus connu à côté de Jaffa. À côté de Jaffa. Vous êtes Ah non, faut pas l'aider là. Ah non, non. C'est plus grand, c'est blanc. C'est Bauhaus. Ah, Tel Aviv. Tel Aviv. Oh, mon Dieu. Ah, Jérusalem. je les ai aidés. Jérusalem alors. Jérusalem. La vieille ville. Non. Non. Jéricho. Jéricho, non. Eh ben, on a une liste de recommandations à faire à l'UNESCO. Oui. On va travailler avec le l'UNESCO. Attention. Attention. 3, Le Deux. tombeau des patriarches. 1, c'est terminé. Alors je vais vous dire le piège. C'est que Jérusalem pour l'UNESCO,
n'est pas israélien. Et donc, c'est à la demande de la Jordanie que la vieille ville de Jérusalem est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est pas considéré comme un site israélien. Ah oui, ça nous fera un nouveau débat des GGMO. Voilà. Nous avions aussi les Lucin Baraï à Haïfa, qui sont considérés comme patrimoine mondial. La nécropole de Beth She'arim, la route de l'encens, c'est les villes du désert du Negev, qui font également partie, tout comme les sites de Megiddo, Hazor et Beth Sheva, qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis déçu de l'UNESCO. Voilà. Écoutez, ça vous fera une nouvelle page à écrire dans votre ouvrage, mon cher Chaim Berkovitch. En tout cas, je vous demanderai d'applaudir à pleine main Cyril Cohen et Olivier Rafovitch, qui ont gagné cette émission. Vous allez donc repartir, mon cher Cyril Cohen. D'habitude, vous venez pour repartir avec des vaccins. Là, vous allez repartir avec... C'est moi qui les amène ici. Voilà. Vous allez repartir avec le dernier ouvrage dédicacé par Chaim Berkovitch, une lecture juive de l'histoire juive. Un petit mot en 30 secondes, Chaim, sur cet ouvrage, parce que c'est sur des années de travail. Ce sont des années de travail, et puis c'est une lecture, comme le dit le titre, tout simplement, une lecture juive de l'histoire juive. Alors là-dedans, il y a tous les patrimoines. Ça veut dire tout ce qui a un rapport avec le peuple juif, vous allez le retrouver dans le livre. J'aime beaucoup l'histoire. Voilà. Le tome 1, de la création du monde à la destruction du Second Temple. C'est donc la Pléiade que nous prépare Chaim Berkovitch, parce que si tous les volumes font cette taille, ça va remplir une belle bibliothèque. Bravo Cyril Cohen. C'est moi. Bravo également à Hillel D'Almeida d'avoir été avec nous. Merci à nos GGMO, Chaim Berkovitch et Olivier Rafovitch, qui vous ont aidés. Et si vous avez aimé l'émission, rendez-vous dès maintenant sur notre page Twitter pour vous aussi jouer avec toutes les questions du quiz des GGMO. Bonne soirée à toutes et à tous, et à demain. On a perdu. C'est un beau livre en tout cas. Très beau.